En 1918, l'Amérique s'affirme comme la nouvelle grande puissance mondiale et swing au son du jazz des clubs de Chicago et de New York. Au pied des buildings, alors que les citoyens avaient l'habitude de se déplacer en tramway, on commence à rouler dans les Ford assemblés dans les usines de Détroit. À un rythme métronomique, les derricks aspirent leur noir pour irriguer le monde industriel. Plus que tout autre objet inventé par les hommes, l'automobile devient le symbole de la modernité. Dans un premier temps, la voiture ne profite qu'à une frange étroite de la population, des bourgeois amateurs de sensations fortes. Elle constitue une nouvelle nuisance et un nouveau danger pour la population. De Londres à New York, de Paris à Berlin, les éditorialistes proposent de la bannir de l'espace urbain ou au moins de réduire sévèrement sa vitesse à quelques kilomètres par heure. On la dénonce comme une arme dangereuse, comme l'écraseuse. L'automobile impose dans la ville une nouvelle discipline et rend impossible les jeux d'enfants dans l'espace public. En 1921, à Pittsburgh, une marche silencieuse réunit plus de 5000 personnes en hommage aux 221 enfants écrasés cette année-là. L'année suivante, la ville de Baltimore inaugure un monument à la mémoire des enfants qui ont succombé. La colère et les larmes accompagnent le développement de la voiture. Et le lobby automobile fait entendre aux piétons que la rue ne leur appartient plus. Please, lady. Always look at the traffic signal before you step from the curb. Passage piéton, feu rouge, goudronnage, voie rapide, rond-point, parking transforment progressivement la physionomie des villes pour les adapter aux écraseuses. En 1922, tandis qu'une procession de 10 000 enfants remonte les rues de New York pour prévenir des dangers de l'automobile, un homme puissant, Albert P. Sloan, patron de General Motors, crée un groupe de travail. La mission de ce groupe, échafauder une stratégie pour remplacer les tramways électriques par les autobus et les voitures individuelles. Le cœur du business de General Motors. À ce moment-là, aux États-Unis, 1200 sociétés de transport font circuler leurs tramways sur plus de 40 000 km de voies. 300 000 personnes travaillent pour ces petites et moyennes compagnies privées. Des millions de voyageurs empruntent ces tramways chaque jour. Sloan est un entrepreneur. Il voit grand. Il veut se tailler une part du marché. Mais en octobre 29, le krach boursier fait trembler l'Amérique. Les spéculateurs ont trop spéculé. Le peuple va avoir faim. Les ouvriers et les classes moyennes vont connaître le chômage. Les industriels et les banquiers qui depuis des décennies enregistraient des bénéfices records sont violemment touchés. Les grands noms, Merrill, J.P. Morgan, Goldman Sachs, constatent l'abyssal effondrement de leurs avoirs. La famille Rockefeller voit son patrimoine fondre comme neige au soleil. Winston Churchill perd 500 000 $. Même Groucho Marx perd 240 000 $ dans la crise. La production de pétrole, de charbon, d'automobiles diminue drastiquement. En moins de 3 ans, General Motors, toujours dirigé par Sloan, voit son action perdre les 3/4 de sa valeur.
les industriels, les hommes d'affaires vont devoir se refaire. Sloan a toujours ses satanés tramways en tête. Et là, prises dans la Grande Dépression, les sociétés de tramway sont elles aussi fragilisées. Nous sommes au milieu des années 30. Pour Sloan, c'est le moment de passer à l'action. La suite de l'histoire est consignée dans un rapport de 100 pages rédigé pour le compte du Sénat américain par Bradford Snell, un procureur spécialiste des lois antitrust. Autour de General Motors, Sloan réunit ses amis. Standard Oil, les Rockefeller donc, Phillips Petroleum et Firestone, un industriel de l'automobile, 2 dealers du pétrole et le premier grand industriel du pneu. Ensemble, ils entrent au capital d'une sombre compagnie de transport, la National City Lines. Ils en prennent le contrôle et créent une myriade de filiales. Ils achètent alors les entreprises de tramway dans près de 45 villes américaines, des petites villes et d'autres aussi importantes que Détroit, New York, Oakland, Philadelphie, Chicago, Saint-Louis, Los Angeles. Quand les municipalités ne veulent pas vendre, les hommes d'affaires n'hésitent pas à utiliser la corruption d'élus et de hauts fonctionnaires et, si besoin, les services de la pègre locale. En 10 ans, les industriels démantèlent des dizaines de milliers de kilomètres de tramways électriques pour les remplacer par des bus à essence, créant ainsi de nouveaux débouchés pour leur propre marché, l'industrie automobile et l'industrie pétrolière. La fin des tramways américains n'est pas un détail de l'histoire, c'est un marqueur, un symbole d'une pensée univoque du progrès. L'Amérique, comme les autres pays industriels qui vont aussi démanteler leur propre réseau, le font au détriment d'un transport collectif moins encombrant, moins polluant. Les affaires sont les affaires.